Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neuro et Éducation, le podcast qui met un pied dans les neurosciences et l'autre dans une salle de classe ou bien dans le salon parce que spoiler, on apprend tout le temps, partout. Aujourd'hui, on va plonger dans une question qui nous concerne tous, parents, profs et éducateurs. Comment apprend un enfant ? Mais pas juste il faut apprendre à lire, à écrire, à compter. Non. Je te parle de ce qui se passe dans son cerveau. Ce que la science, et en particulier Stanislas Dehaene, nous apprend sur les rouages de l'apprentissage. Allez, on démarre. Alors imagine un bébé qui vient de naître. À première vue, il ne sait rien faire. Mais en fait, son cerveau, lui, est déjà sacrément bien préparé. Il reconnaît les visages, il distingue des sons, il perçoit des nombres approximativement, etc. Ce n'est pas une ardoise vide, c'est une machine à hypothèses. Stanislas Dehaene parle même d'un scientifique au berceau. Ce que ça veut dire, c'est qu'un bébé ne se contente pas d'enregistrer passivement ce qu'il voit. Il observe, il teste, il anticipe. C'est la base de tout. Apprendre, c'est tester des hypothèses et ajuster son modèle du monde. Selon les travaux de Dehaene, pour apprendre à lire ou à écrire, notre cerveau recycle des circuits préexistants. L'écriture, par exemple, est une invention de l'humanité trop récente pour qu'on ait un gène de la lecture. Alors, ce que fait le cerveau, c'est qu'il détourne une région qui servait à reconnaître des formes, des objets, des visages, et il l'utilise pour reconnaître les lettres. C'est ce qu'on appelle le recyclage neuronal. Et c'est pourquoi tous les enfants passent par les mêmes étapes quand ils apprennent à lire. Ce n'est pas culturel, c'est biologique. C'est un chemin balisé à condition de bien l'accompagner. Stanislas Dehaene a identifié 4 piliers de l'apprentissage. Le premier est l'attention. C'est comme une lampe torche mentale. On éclaire ce qui nous intéresse et le reste, on l'ignore. Le souci, c'est que cette petite lampe est vite détournée, surtout chez les enfants. Pour capter l'attention, il faut être clair, cohérent, limiter les distractions et surtout, il faut du lien émotionnel. Un enfant apprend mieux s'il se sent en confiance, en sécurité et si ce qu'il apprend a du sens pour lui. C'est pourquoi, à l'école, avant de commencer l'année, avant de commencer les apprentissages, il faut sécuriser sa classe, mettre des règles en place, créer du lien avec les élèves, qu'il y ait du lien qui se crée entre les élèves. Avant de rentrer directement dans le bain, c'est très important. Ensuite, on a l'engagement actif. Là, on parle de quelque chose de fondamental. On n'apprend pas en écoutant passivement, on apprend en faisant, en testant, en se trompant, en manipulant, en expliquant aux autres, etc. Il y a des études qui montrent que faire des tests régulièrement vaut mieux que relire son cours pendant des heures. C'est contre-intuitif, mais notre mémoire a besoin de récupérer l'information activement pour la consolider. Par exemple, apprendre à compter en manipulant des objets ou bien les doigts active la mémoire kinesthésique, la mémoire du toucher, qui peut aider l'enfant à associer un chiffre à un nombre d'objets. Cette méthode permet d'apprendre plus facilement, un peu comme la méthode de lecture dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Ensuite, on a le retour d'information. Tu connais le principe. Sans erreur, pas d'apprentissage. Mais encore faut-il que l'erreur soit suivie d'un feedback clair. Pas d'un c'est faux sec ou bien une erreur barrée en rouge, mais d'une explication, d'une reprise. D'ailleurs, je milite contre ça depuis un moment. Pour un enfant, ça peut être vite perçu comme un échec et il peut vite perdre confiance en lui. Pourquoi pas ne pas souligner les erreurs au crayon à papier ou bien laisser l'enfant se corriger seul ou bien se faire corriger par un camarade. Et surtout, il faut dédramatiser l'erreur. Le cerveau apprend quand il est surpris. Et cette surprise, quand on pensait avoir juste et que, oups, c'est ce qui déclenche les vraies mises à jour dans notre tête.
Le dernier pilier, trop souvent oublié, est le sommeil. La nuit, le cerveau rejoue ce qu'on a appris. Il trie, il renforce, il efface ce qui est inutile. C'est aussi le moment où on passe de l'apprentissage conscient, où on fait un effort, à l'automatisation. Un peu comme quand tu apprends à faire du vélo. Au début, tu penses à tout, puis un jour, tu pédales sans y réfléchir. Petit zoom sur ce qui déstabilise souvent les parents, c'est les lettres en miroir. Tu sais quand ton enfant écrit que à la place de p ou le 3 à l'envers. C'est hyper fréquent et normal parce que le cerveau dans sa forme naturelle est fait pour reconnaître des formes, peu importe leur orientation. C'est pratique pour reconnaître un tigre, mais pas pour distinguer un b d'un d. Il faut donc que le cerveau désapprenne cette symétrie. C'est un défi et ça peut prendre du temps. Ce n'est pas un signe de dyslexie en soi, sauf si ça persiste très longtemps. En pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, on privilégie des méthodes explicites, en particulier pour la lecture. Pas de méthode globale. On enseigne le lien entre chaque lettre et chaque son, comme je l'ai dit dans mon dernier épisode. On varie ensuite les modalités, donc manipuler, écouter, écrire, parler, dessiner. Plus on active de canaux, plus l'apprentissage est profond. On crée un climat de confiance, sans punition pour l'erreur. Le stress bloque l'apprentissage, alors qu'un enfant encouragé apprend plus et plus vite. On donne aussi du temps et du sommeil. Il vaut mieux un petit temps d'apprentissage régulier chaque jour qu'un gros bloc une fois par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que le cerveau de l'enfant est incroyablement bien fait pour apprendre, à condition qu'on respecte ses règles de fonctionnement. Pas besoin d'être un neuroscientifique pour aider un enfant à apprendre, mais comprendre ses grands principes, l'attention, l'engagement, le feedback et la consolidation, ça change tout. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux aller plus loin, va jeter un œil à mon Instagram neuro.education au pluriel. Et surtout, partage cet épisode à une copine prof, un papa curieux ou une mamie en or, parce qu'on apprend tous tout le temps. À très bientôt.